De quoi tu veux que je parle, Germain? Du Grand Wagoneer. Ah, je ne vois pas de quoi tu parles. Attends, j'essaie d'ajuster mon affaire. Hey, je voulais apporter à votre attention, bonjour tout le monde, bienvenue à cette 29e. Bonjour, bonsoir. Oui, je voulais apporter à votre attention le fait qu'on a finalement, grâce à un auditeur, réglé notre problème et on n'est plus en mode miroir, hein, vous l'aurez constaté. On espère que ça fonctionne, là, mais oui. Et avec tout ça, j'ai oublié sur le toit de ma voiture... La feuille? Non. Ton café? Mon café, qui est ici. Gracieuseté de Germain qui m'a payé un Tim Hortons. C'est mieux de l'oublier là que de le laisser sur le toit et de partir et de ne pas avoir de café. Absolument. Ce qui arrive de temps en temps. Absolument. Alors, cette semaine, Germain, écoute, tu nous pars ça. Bon, là, salut à Guillaume. Les gens arrivent. Déjà 120 personnes avec nous. Yvon Dubois, Jean-Hugues qui est là. Jocelyn Lamotte, salut les gars. Est-ce que Fred Gilbert est là? C'est sûr qu'il est là quelque part. C'est sûr qu'il est là. Émile Haynes qui est avec nous. Guy Germain, Guy Lavigne. C'est un festival de Guy qui est avec nous. Sébastien Néron, Jean-Olivier. Est populaire. Comment? Dans le temps des fêtes, la feuille de Guy est populaire. Donc, question quiz. Oui, on va tout de suite passer avant que tu t'enfonces davantage. Pour se mettre un peu dans l'esprit des fêtes et continuer dans la même lignée que la semaine dernière. Donc, on cherche la marque et le modèle de la voiture de la mère d'Alex dans le film « Maman, je m'occupe des méchants ». Donc, un film là, de Noël qu'on regarde année après année avec une traduction un peu douteuse. Et un classique, c'est vraiment pas une grande histoire. Ce ne sont pas de grands acteurs, mais on peut pas s'empêcher de les regarder année après année. Donc, la marque et le modèle de la voiture de la mère du petit bonhomme qui s'appelle Alex dans le film « Maman, je m'occupe des méchants ». Germain, je sais pas comment te dire ça. Quoi? Mais je n'ai aucune idée de ce que c'est ce film-là. Comment t'as aucune idée? Maman, j'ai raté les méchants. Maman, je m'occupe des méchants. J'ai jamais vu ça de ma vie. Salut à Steven qui est avec nous autres. C'est sûr que si tu regardes ce film-là aujourd'hui avec tes lunettes de 2020, de monsieur de 40 quelques années, je suis pas sûr que ça va fonctionner, mais... Non, mais j'en ai écouté là, des ciné cadeaux puis des trucs de même là, en masse. Là. Maman, j'ai raté l'avion, j'ai vu ça. Mais... Stéphane Perrier, salut. Mathieu Tremblay qui est avec nous. Tu sais, j'en ai écouté des films de même, mais celui dont tu me parles, j'ai aucune idée de ce que c'est. C'est sûr que tu l'as déjà vu. Ça passe à chaque année à TVA ou à n'importe quel autre poste généraliste. Merci de plugger notre employeur. Quand même. Ouais. Et c'est un... Non, pour vrai, c'est un classique de Noël, là. C'est un classique de Noël. Puis, c'est l'histoire, là. Bon, je suis pas... Ça fait longtemps que je l'ai vu, là, mais grosso modo, l'histoire... Non. Oui. L'idée, c'était pas que tu me fasses un review de ça. Je voulais juste te signifier que j'ai... Hey, Norm qui est avec nous, Normand Duquette, salut. Hey, Normand, d'ailleurs, qui était, c'est très drôle. Il m'envoie des photos hier pour... parce qu'il a spoté sur la route, merci à Michel pour les étoiles, il a spoté sur la route un Grand Wagoneer sur une plateforme. Oui. Et là, il prend les... expliquera aux gens aussi pourquoi là, ça fait 2 fois en 5 minutes qu'on parle de Grand Wagoneer. Oui, c'est ça, exactement. Alors, Normand qui est avec nous ce soir... il y a Steven qui dit qu'il est baveux. Oui, on peut lui donner la chance. Alors, on parle de Grand Wagoneer parce que je me suis procuré récemment un Grand Wagoneer que j'adore. Honnêtement, je n'avais pas conduit des Grand Wagoneer en condition jusqu'à ce jour. Là, j'ai pris le volant de ça. Je peux vous dire 2 choses. Je comprends pourquoi les gens trippent là-dessus à ce point-là. Ça va bien, c'est incroyable. Et je comprends aussi pourquoi ça consomme autant. Parce que tu as l'impression de conduire un congélateur. Merci à Jonathan pour les étoiles. Tu as vraiment l'impression de conduire un congélateur rempli à ras-bord. C'est lourd. Ça n'a aucun sens. Tu sais, tu fermes les portes de ce camion-là, puis c'est comme un G-Wagon. C'est un tank, là. C'est ça. Il n'y a pas une tôle comme sur une
comme sur une Honda ou n'importe quoi. Il y a des voitures beaucoup plus luxueuses que ça fait ça. Tu fermes la porte, ça fait cling, tu sais, parce que c'est tout léger, parce qu'on a économisé chaque gramme sur l'auto. Là, on n'a pas pensé une seule seconde à l'économie de poids avec le Grand Wagoneer. À l'économie de rien, en fait. L'emblème au bout du capot doit peser 7 livres. Fait que non, on n'est pas là du tout. Et ça, c'est une bonne question. Allez-vous faire une émission éventuellement à bord du Grand Wagoneer? Alors, on l'a fait dans mon station, on l'a fait dans le station ici. Je pense qu'on n'aura pas le choix. C'est sûr que ça va arriver, mais il faudra attendre. Par contre, il y a Patrick Lafortune qui me dit que je suis assis du bon côté. Et Patrick, on va parler de toi dans quelques instants. Si je me trompe pas de Patrick Lafortune, bien sûr, parce qu'il sera question de ton Honda CR-V. Oui, on est assis du bon côté parce qu'on a réglé, grâce à un auditeur, merci, grâce à un auditeur, le problème d'effet miroir de la caméra. Je ne savais pas tous les principes et les fonctions de Facebook. Et je dois saluer au passage toute l'équipe de caméramans de TVA, la gang de Cube. J'ai posé des questions à tout le monde pour savoir comment régler ce problème-là. Personne n'était capable de me le dire. Et c'est un auditeur qui, tout bonnement, m'a donné le truc. En plus, c'est très simple. Là. Il y a 2 boutons sur lesquels peser. Là. Simple de main. C'est pas chinois. Là. Simple de main. Okay. Alors voilà, c'est réglé. Et là, ben oui, éventuellement, on fera peut-être une émission à bord du Grand Wagoneer quand Germain pourra se déconfiner, se rapprocher davantage. Parce qu'il dans la valise, ou t'asseoir dans la valise, comme un petit tabouret. Là. Ben comme le font dans le fond les Golden Retriever là. C'est un Golden Retriever. Bon, ouais, c'est ça. On va commencer à jaser. Hey, c'est le fun, j'ai baissé ma fenêtre, puis là, je peux faire comme en été. Ouais. Hein? On a amélioré l'éclairage aussi. Hein? Je pense qu'on a repositionné la voiture dans le garage et ça a amélioré l'éclairage un peu. C'est du work in progress. Toujours. Jase-nous donc de Ford? De Ford? Oui. De commande de Ford d'approvisionnement pour le Ford Mustang Mach-E. Hein? On sait qu'il y a une demande qui est très forte, j'ai l'impression, pour ce véhicule-là. En tout cas, un bel engouement. On a appelé à tour de rôle les concessionnaires pour savoir quand est-ce que ça allait arriver. Et il va falloir attendre jusqu'au printemps. Hein? La conclusion, je pense que c'est ça. Mais avril, pour des véhicules qui vont être produits en mars au plus tôt, là, c'est le plus tôt qu'on va avoir des véhicules livrés au Québec en avril ou en mai. Bon. Dans les délais d'aujourd'hui, parce que il peut se passer plein d'affaires. C'est ça. Il y a plein de trucs qui étaient prévus pour l'automne et tout ça a été repoussé. Le Bronco est un exemple parmi tant d'autres. L'Escape hybride rechargeable est un autre exemple. Et pour chacun... / en passant, le Lincoln Corsair hybride rechargeable aussi oui, c'est vrai, dont on oublie de parler, mais... On l'oublie tout le temps, celui-là. Ouais, exactement. Mais oui, c'est ça. Chacun a un peu sa raison. Mais tout ça pour dire que chez Ford, il va falloir être patient et très patient. Oui. Puis pourquoi on vous parle du Mustang Mach-E aujourd'hui, c'est que j'ai pu en faire l'essai cette semaine. Interdit de publication, une autre histoire d'embargo qui finit plus de finir. Donc, je peux pas vous donner mes impressions de conduite. Ça, je pourrais le faire la semaine prochaine sans problème. Mais en attendant, j'ai pu conduire ce véhicule-là. Évidemment, là, je me suis mis sur le téléphone. Il y a Normand qui nous dit, on dirait que les gars, vous êtes en studio. C'est vraiment hot. Bon, merci, Normand. On est en studio. Hein. Tout ça est un décor. Oui, on a un c'est écran vert derrière nous. Et... / une façon de déduire fiscalement la grosse brune qui est payée depuis très longtemps. Ça permet d'amortir les réparations. Oui, c'est ça. C'est quand même une voiture qui peut avoir certains caprices. Ça permet de raffermir l'amortissement. Peux-tu dire ça de même? On peut dire ça comme ça. Ou de mettre de l'air dans la suspension en arrière, toute chose étant relative. Alors, oui, on parle du Mustang Mach-E parce qu'évidemment, j'ai pu le conduire cette semaine. Puis là, je me suis posé des questions parce que j'ai un ami personnel qui a envie de se le procurer. Et il y a beaucoup de gens qui ont envie de se le procurer. Et à ma grande... je m'excuse de t'interrompre. Ouais. Et des gens que j'aurais même pas imaginé qu'il y aurait eu un intérêt pour ce véhicule-là. Des gens qui levaient le nez quand on l'a dévoilé la première fois. Ouais. Puis là, on commence à parler de prix, on commence à parler d'autonomie, on commence à voir, à l'intérieur, comment ça peut être spacieux. Et j'ai l'impression que ça finit par rentrer dans la tête des gens. Donc, je
je vois un bel avenir à ce véhicule-là que beaucoup ont boudé parce qu'on disait « Ah, ben là, on peut pas appeler un VUS une Mustang. » Mais tranquillement, la pilule est avalée. Je dirais même que rapidement, la pilule est avalée. Parce que, tu sais, si on remonte à loin... j'avais une question sur l'EcoSport de quelqu'un. J'ai vu ça passer, je vais revenir un peu plus tard. Si on remonte à loin, on était outré de l'arrivée d'un VUS Porsche. Puis d'un Charger à 4 portes. Bon, tout ce que tu voudras. Puis là, aujourd'hui, il y a juste Ferrari qui n'a pas encore de VUS et ça s'en vient. Donc, c'est important de mentionner que ça... C'est sûr que, j'ai commencé à rédiger mon texte sur le Mustang Mach-E, puis moi, je trouve que c'est un peu comme quand tu t'en vas voir un concours de culturistes puis qu'il y a un gars découpé au couteau avec des muscles gros de même qui s'appelle Fernand. Il y a comme un contre-emploi dans le nom versus la personne. Je donnais l'exemple d'une professeure de lettres à l'université qui s'appellerait Shirley. De lettres anglaises. Oui. Donc, Mustang sur... L'association entre le nom et le produit, c'est drôle, mais... c'est comme quand j'étais petit et que... c'est comme les jeunes qui s'appellent Germain. Effectivement, on peut dire ça de même aussi. Mais cela étant dit, il y a un avantage sur le Mach-E par rapport à la compétition actuelle. Parce que si je regarde, par exemple, le XC40 Recharge et le Tesla Model Y, ce sont deux véhicules. Celui que j'ai essayé, c'est une version longue autonomie, 4 roues motrices, donc 70 000 que vous pouvez configurer en ligne. Vous allez voir combien ça va vous coûter, etc. En passant, c'est un véhicule avec les crédits. Ça coûte à peu près 1 100$ par mois sur 6 ans, si vous le financez. Le gros avantage de Ford par rapport à la compétition actuelle, c'est qu'il est éligible aux crédits gouvernementaux dans cette version-là. C'est pas le cas de Volvo, c'est pas le cas de Tesla, parce que ces véhicules-là sont vendus à plus de 60 000 $. Donc là, je me suis dit, il va y avoir un engouement pour ces véhicules-là, ça aura pas de bon sens. Et Ford, qui a de la misère à livrer ses F-150, qui a de la misère à livrer ses Super Duty, il y a des retards pour les Rangers, il y a plein de véhicules. Écoute, on vend plus de véhicules de ce temps-là parce qu'on n'a pas d'inventaire. Mais je me suis dit, ça va être l'enfer tantôt pour le Mach-E, parce que ça va être un véhicule hot chez nous au Québec, surtout parce qu'il est éligible aux crédits gouvernementaux. Et on a fait l'exercice, toi et moi, de téléphoner chez des concessionnaires. Dans la majorité des cas, ils nous ont répondu 3-4 mois d'attente si tu commandes aujourd'hui pour la majorité des versions, à l'exception du modèle GT qui va arriver pour 2022 et des Premier Edition qui sont déjà toutes vendues. Puis moi, il y a 2 concessionnaires qui m'ont dit « Oublie ça, il n'y en a pas, sold out pour cette année ». Puis après ça, j'ai téléphoné aux gens de chez Ford et ils m'ont dit qu'il était... il y a quelqu'un qui nous dit « On l'aime, notre Germain ». Hein? Ah, et c'est qui ça? Juste pour... c'est un ami qui me taquine ou c'est Vincent Wadi. Et tout de suite après, et après ça, il y a ton ami Sébastien, ton mécano fidèle qui te salue. Alors bref, tu as ton fan club, mon Germain, c'est parfait. Mais tout ça pour dire que Ford nous mentionne qu'effectivement, on parle du début du printemps pour des livraisons. Donc, avril, mai, autour de ça. Si vous placez vos commandes. Là, s'il n'y a pas de retard, et comme il y a des retards avec tout, ben... C'est ça. Je veux dire, dans la mesure où on nous confine pas dans la grosse brune sans pouvoir sortir. D'ailleurs, je veux juste mentionner que Germain est particulièrement à côté dans la porte de garage et qu'il ne peut pas sortir. Et la seule façon, c'est d'ouvrir la porte de garage. Et si on n'a plus le droit de sortir de chez nous, ben Germain, tu vas passer pas mal de temps dans la grosse brune. Ou j'enjambe et je me rends à la 2e banquette. Je sais pas. Je suis pas très agile, là. Je suis pas gymnaste, mais... non, t'es pas agile, t'es à Germain. Non, on s'en va pas là. OK. Je reviens vite sur quelqu'un qui nous parlait de l'EcoSport. Non. Parce que j'ai juste vu que c'est EcoSport 2019, t'en penses quoi? Ou non. Merci pour les étoiles à Mathieu. C'est un véhicule qui dans sa présentation, dans sa forme actuelle, ne convient pas à l'Amérique du Nord. Donc, et chez Ford, on a vraiment tourné les coins ronds avec ce véhicule-là, parce qu'on a vu qu'il y avait un engouement pour les VUS de petit format, les sous-compacts. On avait ce produit-là qui existait ailleurs dans le monde. On l'a pris, on l'a amené ici, ça finit là. On ne l'a pas adapté au marché nord-américain. On l'a pas assez bien adapté. Ça, c'est la chose. Et, tu sais, moi, ça me rappelle un peu ce que Nissan a fait en 2005 lorsqu'on est débarqué avec le X-Trail.
Oui. En réaction au succès des CR-V, des RAV4, des Ford Escape. Ça prenait un véhicule comme celui-là, on l'avait sur le catalogue ailleurs en Europe, et là, on est débarqué avec ça ici. Le X-Trail a connu un peu de succès chez nous au Québec, mais ça n'a pas été la folie. Et finalement, on a développé le Rogue pour l'Amérique du Nord. Rogue de première génération. Le X-Trail, il y a eu une version... Puis là, on s'écarte, là. Ouais. Mais il y a eu une version Bonavista. Bonavista. C'était quoi, au juste? C'était décollant. OK. Hein, c'était vraiment décollant avec un équipement, un ensemble d'équipements un peu plus intéressant. Mais je crois que c'était un drôle de nom pour une édition spéciale Bonavista. Bah, des drôles de noms, là, il y en a eu dans l'industrie automobile. Et ça n'a pas été un succès, l'édition Bonavista. Là. Non. Tu sais, moi, je veux dire, je regardais hier une conférence sur le Mitsubishi Eclipse Cross. Je pense que c'est le nom... Ça va bien? Je pense que c'est le nom de véhicule le plus imprononçable. Pardon. Ouais. Eclipse Cross, c'est comme un gars qui s'appelle Serge Saint-Cyr. Ça se prononce pas. Ça va mal. Et je ne le sais pas. Écoute, mais bon, j'ai échappé un petit truc. Il y a des noms de véhicules comme ça qui sont longs pour rien, qui sont difficiles à prononcer. Les véhicules qui ont le mot cross dedans au Québec, ça fait sourire. Là. Oui. On trouvait ça drôle avec la cross, mais là, effectivement, on a... il y a toujours eu les Volvo Cross Country, mais tu sais, des véhicules comme l'Atlas Cross Sport, des véhicules comme l'Eclipse Cross, c'est pas génial, là. Et heureusement que Suzuki ne nous a pas vendu la Suzuki SX4 S-Cross. S-Cross, oui. Ça, on est dans une autre dimension, là. Tout à fait. Tout à fait. Bon, il y a Serge Saint-Cyr qui nous salue. Alors, on s'en allait où avec nos skis? Fait qu'on a parlé des commandes chez Ford, donc bref... On avait rappelé l'histoire de l'éco-sport, comme quoi c'était pas un produit génial. Tu sais, moi, j'avais conduit à la version roue motrice avant, 3 cylindres, c'est limite. Mais c'est un véhicule urbain, puis bon. Mais je pense que la version à moteur 4 cylindres atmosphérique, 4 roues motrices, m'avait encore plus déçu parce que ça consomme beaucoup trop d'essence pour ce que c'est. Ça n'avait pas de bon sens. Donc, oubliez ça, l'EcoSport. Ça va être un véhicule difficile à revendre. C'est impopulaire. Merci pour les étoiles à Luc. C'est vraiment pas un produit adapté chez nous. Et il y a tellement de plus belles offres sur le marché. Maintenant, là, j'ai vu que c'était un 2019. Je sais pas combien on vous le vend. Est-ce que c'est une liquidation? Est-ce que c'est une succession? J'ai aucune idée. C'est sûr que si on vous le donne... Ça vaut pas cher, là. C'est ça. Si on vous le donne, c'est une chose. Mais en dehors de ça, si vous le comparez à prix égal avec la compétition, on oublie tout de suite. Honda CR-V? On va parler de ça. Là, j'ai un petit... on va boire de l'eau. Puis, je veux saluer au passage Martine de chez À l'Infini qui m'a joyeusement fourni la belle bouteille d'eau qui est ici à l'effigie de Bertrand Godin. Je vous invite à aller aimer sa page Facebook. Salutations à mon ami Bertrand aussi. J'ai écouté son live en fin de semaine suite au Grand Prix avec Benoît Gagnon. C'est super intéressant. Benoît qui nous parlait de ses expériences en course automobile. Ben oui, parce qu'il a couru notamment en course avec la série Honda. Là, il a couru avec la série Honda Michelin, avec, là, j'oublie le nom, là, les gens de Sainte-Rose, Honda de Sainte-Rose, moi-tu le dire, les Cuno Whitmer, bon, la gang des frères Whitmer. Donc, il a couru là-dessus. Il a couru en microcup aussi, légèrement. Il avait partagé un volant avec Carl Nadeau. Fait qu'il s'est amusé. Fred, il est là. Fred Gilbert est là. Ah, bon, OK, on va recommencer. On commence du début, c'est ça. Bon, oui, il y a quelqu'un qui nous parle du CR-V hybride qui existe aux États-Unis. Oui. Bon, on va revenir sur ce sujet-là. Pourquoi ça existe aux États-Unis, pas chez nous? Parce que les coûts de production et d'importation au Canada seraient trop élevés pour le retour sur l'investissement. Et soyez certains que la prochaine génération du CR-V qui va arriver probablement dans 2 ans, va être fabriquée en version hybride au Canada. Donc, ça va régler le problème. Mais toujours est-il qu'entre-temps, on n'est pas là pour répondre à la demande qui est là. Fait qu'on on se tourne chez la concurrence. Exactement. Puis c'est un produit important pour Honda. Ben oui. C'était 55 000 ventes l'année passée. Oui. Là, ça baisse énormément, comme la Civic d'ailleurs, mais ce sont 2 produits vieillissants, on s'entend. Donc, on va s'ajuster rapidement. Le sujet du jour, en fait, pour le CR-V,
en fait, j'ai eu contact avec un type qui s'est acheté. L'histoire est intéressante parce qu'il possédait un Q5 diesel. Okay. Trouvait que ça coûtait cher d'entretien. Il y a eu beaucoup de problèmes mécaniques avec le véhicule. Très cher d'entretien chez Audi. Et il a décidé de se défaire de ce véhicule-là, quitte à perdre et à avoir une petite balloune, besoin d'un surfinancement, pour se retrouver dans un véhicule plus fiable, sans tracas, etc. Et s'est procuré un CR-V Touring 2020 flambant neuf il y a 6 mois à peine. Roule avec son véhicule et, comme plusieurs d'entre nous, il a constaté que le système Honda Sensing, donc système de sécurité active du véhicule, là, il est dérangeant. Hyper intrusif. On peut l'ajuster, soit dit en passant, dans le tableau de bord pour que la détection d'obstacles en marche avant, en marche arrière, se fasse à plus courte ou plus longue distance. Mais même quand tu le mets à plus courte distance, c'est extrêmement conservateur, c'est extrêmement intrusif, comme tu le disais. Et il y a eu la surprise que moi, j'ai déjà eue. Et je raconte d'abord ce qui m'est déjà arrivé au volant d'une Honda Accord, qui est équipé de la même technologie. Je conduis sur une route de campagne au bout de laquelle il y a un virage. Il y a une voiture qui s'en vient en sens opposé, dans l'autre voie, mais à un moment donné, comme il y a un virage, la voiture se retrouve, veut pas, devant moi à un certain moment donné, puisqu'elle sort du virage. Et la voiture a freiné brusquement d'elle-même. Vous savez, si vous avez déjà été initié aux produits Honda récents, il y a un témoin lumineux qui va s'allumer soit à la planche de bord ou soit dans le pare-brise. Avec l'affichage tête haute. Avec l'affichage tête haute. Ça, je pense que c'est peut-être plus pour les Acura, là. Mais selon le véhicule. Et, ça va sonner, ça va clignoter. C'est ça. Et là, la voiture a brusquement freiné. Heureusement, j'avais rien juste en arrière de moi, donc il n'y a pas eu de collision. Mais la voiture a détecté un obstacle parce qu'il y a une voiture que je croisais. C'est littéralement ça. Et on dit qu'il suffit qu'il y ait une feuille ou un oiseau qui passe en avant de la voiture pour que la voiture freine d'elle-même. Et malheureusement, le type qui m'a envoyé l'information, qui était là tantôt, là, j'ai un blanc sur son nom, là, mais il va... Il n'a pas eu la même chance que toi. Non, il n'a pas eu la même chance que moi, c'est-à-dire qu'il conduisait son véhicule, il a traversé une intersection et semble-t-il que... une feuille ou quelque chose qui est passé devant le capteur. Le véhicule a freiné de lui-même et comme il est en train de traverser une intersection avec une voiture qui s'en venait l'autre bord, il y a eu impact. Bang, dans le coin arrière, côté chauffeur du véhicule, ça a causé 26 000 $ de dommages sur son véhicule flambant neuf. Évidemment, il a téléphoné à Honda. Honda, non, on n'est pas au courant. Faites une réclamation d'assurance. Votre véhicule est sécuritaire, monsieur. Puis, je veux dire, là, on parle de Honda, mais c'est des technologies similaires qu'on va retrouver chez Nissan, chez Toyota, chez plusieurs autres constructeurs. On parlera un peu plus tard là, de la Cadillac CT5. Et chez GM, au lieu d'avoir, là, par exemple, un voyant qui clignote, on a les sièges qui vibrent. Et ça, franchement, je déteste ça. Dès que tu suis peut-être une voiture de trop près, encore là, selon le système. Tu as le siège qui vibre. Je manque de faire une crise cardiaque à chaque fois. C'est déplaisant, c'est désagréable. Une crise cardiaque à 24 ans, c'est pas pire. Non, mais pour vrai, ça surprend. Là. Imagine, tu conduis normalement, puis ton siège se met à vibrer tout d'un coup. Là, c'est pas normal, alors que t'es peut-être finalement juste un peu trop près, t'es pleinement en contrôle de la situation. Là. Bon, il n'y a rien de parfait en ce bas monde, mais on s'entend que le système d'Honda, il est très intrusif et pour moi, ça mérite une révision sérieuse. Ça mérite, donc lui, oui, ça mérite aussi. Fait que il y a eu un accident. Là, évidemment, lui était déçu du fait que l'assurance ne remplaçait pas son véhicule parce que il y avait 26 000 de dommages, c'était un véhicule neuf, l'assureur l'avait évalué à une valeur très élevée, donc mais on n'aurait pas pu le déprécier de toute façon de 15 ou 16 000 $ en seulement quelques mois là quand même. Donc même si on avait évalué le véhicule même si on avait mis les dommages à 32 000 ou 33 000 $, on n'était pas encore à la valeur totale du véhicule qui était estimée par l'assureur à 39 000, ce qui est très élevé. Enfin bref, il y avait un écart considérable entre le coût de réparation et la valeur réelle du véhicule, donc on répare le véhicule. Là, évidemment, le véhicule est stationné chez le concessionnaire depuis des semaines parce qu'il y a des pièces qui sont back-order, sac gonflable latéral, entre autres. Mais le problème, évidemment, c'est que
Honda, encore une fois, se met la tête dans le sable. Et on le sait, Honda, ils sont maîtres dans l'art de ne pas faire face à leurs problèmes depuis quelques années. Problèmes de suspension connus sur les Civic SI, sur les CR-V, sur les Acura RDX d'ancienne génération. Ça cogne dur. Particulièrement chez nous au Québec, quand il fait froid, les amortisseurs font pas le travail. On règle pas le problème. On remplace, puis on essaye d'acheter le client avec un changement d'huile, mais on règle pas le problème. On connaît le problème du moteur 1.5 litres turbo. Mélange d'essence dans l'huile, c'est un problème aussi. Problème de température à l'intérieur des Honda CR-V, c'est un problème connu. On ne l'a pas officiellement réglé. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que dans le cas du système Honda Sensing, relatif spécifiquement au Honda CR-V. Il y a un forum qui existe, je pense que ça s'appelle Honda CR-V Québec ou quelque chose comme ça, où il y a beaucoup de gens qui parlent de ce problème-là. Et aux États-Unis, il y a un recours collectif extrêmement sérieux à ce sujet-là. On parlera d'ailleurs du recours collectif du moteur 1.5 un peu plus tard. Je pense que ça vaut la peine, on y reviendra, là, qui est attribuable aussi au Honda CR-V. Mais en attendant, il y a un recours collectif aux États-Unis et au Canada, rien. Il faut régler ce problème-là, honnêtement. C'est très, très, très sérieux. Et tout n'est pas mauvais dans cette technologie-là de Honda Sensing, parce que... non, laisse-moi finir. Parce que tu as, par exemple, la caméra sous le rétroviseur du côté passager, qui est un bel élément de cet ensemble-là de sécurité. Quand tu actionnes le clignotant vers Système Lane Watch. Vers la droite, ben, tu sais, t'as la caméra qui va te diffuser t'afficher, t'afficher en direct sur ton écran d'infodivertissement, ce qui se trouve dans ton angle mort. Donc, tu sais, il y a des trucs brillants dans cet ensemble-là, mais il y a des trucs un peu moins peaufinés. Ben, tu sais, puis je pense aussi au régulateur de vitesse intelligent qui a l'intelligence d'une roche, là, parce que tu suis un véhicule à 1/2 kilomètre, puis là, ben, mettons que tu roules à 105 km/h sur l'autoroute, le véhicule qui est super loin devant toi, ben, lui, il roule à 104. Il roule à 100, mettons, et là, il te ralentit pas, il met les freins. Fait qu'à tout bout de champ, tu as tes freins en arrière qui allument, tu changes de voie pour éviter que ça arrive, mais loin, 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 et là, tu l'as ajusté au plus près, là. Et le temps que le véhicule réaccélère, ben, tu as le temps qu'il y ait 3 véhicules en arrière qui s'en viennent. Fait que finalement, le régulateur de vitesse intelligent d'Honda, tu veux juste pas l'utiliser. Il est trop frustrant. Merci pour les étoiles. C'est ça aussi, c'est un système qu'il faut corriger. Et j'attribuerais le même problème. Donc, j'ai conduit récemment une Infiniti Q60. Évidemment, qui est une voiture d'un peu vieille technologie. On n'a pas adapté les dernières technologies de Nissan là-dessus, le ProPilot, etc. C'est épouvantable, le régulateur de vitesse là-dessus. Le temps que ça met à réagir, la distance calculée en avant du véhicule qui te précède, ça n'a aucun sens. T'es pas dans la réalité, là. Tu as vraiment l'impression que les Japonais ont développé ça dans leur bureau, mais qu'ils ne sont pas allés l'essayer sur la route pour voir si ça faisait la job. Fait que ça, c'est vraiment décevant aussi. Mais toujours est-il que le système Honda Sensing, il y a des défaillances sérieuses. Ça détecte des obstacles. Moi, j'ai un ami qui achète des Honda voiture après voiture. Il y a une Honda Accord récente, ça le fait encore. Sa femme conduit un coupé Civic récent, même problème. Ça allume à répétition. Et j'ai voulu faire le test. Dans le quartier près de chez moi, pour me rendre à la maison, je me tape une quinzaine de stops sur une distance de 2 km. Là, et je faisais exprès de suivre... Et je faisais exprès de suivre un Jeep qui était devant moi et de le suivre à une distance raisonnable, mais en n'exagérant rien, là. Et à chaque fois que je venais pour faire un arrêt, je me rapprochais de lui alors qu'il était au stop. C'est pas systématiquement. Bip, 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 bip. Systématiquement. Pourtant, là, il y avait une distance super confortable, là, et ça sonnait à toutes les fois. Et ça, c'est dans le CR-V 2020, version sport que j'ai essayé tout récemment. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment décevant. Donc, c'est une technologie, il faut la revoir. Il faut que Honda prenne action. Il faut qu'on fasse face aux problèmes qu'on a. Et je pense qu'on devrait compenser les propriétaires comme... là, j'oublie son nom. Là, Patrick Lafortune. Alors, j'oublie son nom, mais on recevra à l'émission, d'ailleurs.
chroniqueur. On le recevra vendredi pour qu'il nous parle de son problème, parce que là, honnêtement, il faut régler ce problème-là. J'écrirai un article sur le sujet aussi, où vous pourrez voir d'ailleurs les images de son véhicule. Puis honnêtement, quand tu regardes les photos, tu n'as pas l'impression qu'il y a 26 000 de dommages. Mais structurellement parlant, le véhicule est attaqué, côté suspension, les coussins gonflables, tout ce que tu voudras. Ça monte vite aujourd'hui. Et là, ben en plus, le problème... Il se retrouve avec un véhicule qui a été accidenté puis réparé, pour lequel il paye pour lequel il paye un prix qui est celui d'un véhicule qui n'est pas accidenté. Oui, et l'autre dimension que je veux amener dans son cas à lui, c'est que il a fait l'erreur de louer un véhicule sur 5 ans. En se fiant à la parole du vendeur, qui lui a dit, ben pas de problème, de toute façon, il y a une petite balloune sur ton paiement, mais écoute, on va être capable de l'absorber, puis dans 3-4 ans, on va te rappeler de toute façon pour te racheter ton CRV avant temps, puis te rasseoir dans un véhicule, puis là, à ce moment-là, tu vas payer moins cher. Est-ce qu'ils vont en vouloir du CRV Oublie VGA? Ça n'arrivera pas. Véhicule, il n'est pas VGA, c'est ça le pire. C'est pas un VGA, mais il va avoir un CarProof de 26 000 dessus. Tu vas sortir l'historique du véhicule, tu vois 26 000 de dommages, c'est pas un miroir éraflé. Non, c'est ça. Et le problème, c'est que quand tu loues sur 5 ans, on le dit tout le temps, on le répète à toutes les semaines, mais là, t'as loué sur un terme trop long, ça te coûte 25-30$ de moins par mois que si tu l'avais loué sur 4 ans. Sauf que la 5e année, ben c'est ça. Pour les pneus, les freins, les suspensions, tout ça. Bon. La 5e année, tu roules avec un véhicule qui n'a pas de garantie. Donc, tout peut briser. Je veux dire, oui, c'est un Honda, c'est un véhicule relativement fiable, mais tu peux quand même avoir des problèmes. Tu n'es pas couvert. Tu vas avoir à faire des freins, des pneus, tout ce que tu voudras. Les risques qu'il y ait des dommages de plus que tu vas mettre sur le véhicule avant de redonner les clés sont là. Et là, ben, il est collé avec parce que personne ne va vouloir de ça. 26 000 de CarProof, à moins qu'il roule 3 000 km par année. Là. Ben, mais puis encore là, tu sais, à la quantité de CRV qu'il y a sur la route, je pense que les gens qui vont regarder un véhicule d'occasion vont avoir le choix de bien d'autres modèles avant le sien. Alors, un problème sérieux. Donc, retenez ceci. Les systèmes Honda Sensing de Honda, vous embarquez dans votre véhicule et je recommanderais aux gens de désactiver, c'est plate à dire, mais de désactiver avant de prendre la route. Peut-être surtout à l'automne, quand les feuilles se promènent partout, je ne sais pas. Là. En tout cas, c'est peut-être un peu stupide comme... Même avec la neige, là, ça doit pas être génial. Là. Je me rappelle pas de l'avoir expérimenté avec la neige. De toute façon, le système va te dire qu'il n'est pas en fonction à tout bout de champ là, avec la neige. Mais je recommanderais aux gens... D'abord, jamais louer sur 5 ans. De toute façon, je vous dirais qu'un service cette année, là, ça commence à être... dans 5 ans, il va être vieux. Il y a des choix plus intéressants que ça, là, je pense. En 2021, là, il y a des choix plus intéressants que ça sur le marché. Mais cette technologie-là a besoin d'être vue. Et j'ose espérer qu'Honda va écouter ça. Parce que, je veux dire, si les Américains ont détecté ce problème-là, qu'il y a un recours collectif et que c'est quelque chose de très sérieux, comment ça se fait qu'au Canada, il se passe rien et qu'il y a juste un forum sur lequel on se plaint, mais que le constructeur ne prend pas action comme d'habitude? C'est un problème, honnêtement. Et moi, je vais contacter les gens de Honda prochainement pour avoir leur version des faits. On prend une semaine off, hein? Oui, c'est ça. mais Patrick l'a fait de son côté. Puis il n'y a rien qu'on peut faire, monsieur. C'est pour votre sécurité qu'on vous a rentré dedans. Oui. C'est un peu ça l'idée. Voilà. Fait que véhicule de la semaine, tu vas nous parler... Non, écoute, on voulait parler de véhicule électrique, justement. Oui, tu voulais faire une petite mise à jour, là, un update, comme on dit en français, sur l'industrie du véhicule électrique en ce moment. Donc, parce qu'on reçoit des questions, pour vrai, à tous les jours. Ça continue d'intéresser énormément les gens. Absolument. Il y a beaucoup de nouveaux modèles en plus. Donc, je pense que le consommateur moyen peut parfois avoir de la misère, du mal à s'y retrouver. Puis, tu sais, de plus en plus de gens vont de façon consciencieuse commencer à prendre très au sérieux l'idée de passer à un véhicule électrique, de délaisser le véhicule traditionnel pour un véhicule électrique. De plus en plus de gens le font. J'ai une amie, moi, Sophie, pour ne pas la nommer, qui hier m'a écrit « Je devrais-tu acheter un Kona ou un Niro? Les gens me disent que le Niro va disparaître. Qu'est-ce que tu en penses? » Ben, Sophie, je sais que tu as besoin d'un peu d'espace. Oui, le Niro est appelé à disparaître, probablement, mais en fait... Mais l'aménagement permet... Mais c'est ça.
c'est un véhicule plus pratique, qui coûte à peine plus cher. Tu vas juste aimer mieux ça. C'est peut-être un petit peu moins vif à conduire, mais la différence est quand même minime, puis tu vas apprécier davantage ton espace. Et non, ça sera pas plus difficile à revendre parce que le véhicule disparaît. Au contraire, je pense qu'il va y avoir de la demande pour ça sur le marché d'occasion, plus que pour le Kona, parce que le Kona, il va en avoir. Donc, ça va être un peu plus rare. Enfin, bref. Mais là, la question que j'ai reçue est intéressante. Ah, puis je fais une petite parenthèse parce que hier, on tournait, Gabriel Gélina et moi, un petit reportage que vous avez peut-être vu aussi à Salut Bonjour hier matin. On a comparé la Porsche Taycan à une Tesla Model S, que vous voyez pas, là, mais qui est dans le garage de sa côté ici. On peut-tu faire ça? Oui. Hein? Elle est là. On l'a essayé. J'espère que j'ai rien brisé. Bon, ça marche. Et ça, c'était audacieux, mon affaire. Oui, J'aurais tout cassé. Là. C'était pas une bonne idée. J'ai retenu mon souffle. Puis disons que le support... En tout cas, toujours est-il qu'on faisait cet exercice-là. On est arrivé sur un feu de circulation. Peux-tu croire qu'on était 6 véhicules et il n'y avait que des voitures électriques? Wow, t'as pris un 649? Écoute, tu sais, Leaf, Bolt, une autre Tesla, nous deux, puis je me souviens pas du 6e, en tout cas. Mais on était 6 véhicules électriques. Fait que ça m'a quand même marqué. J'ai fait, bon, quand même, il commence à en avoir pas mal. Fait que le 1% de véhicules électriques de la province, c'est ça. C'était mais toujours est-il que on s'est retrouvé dans une situation... c'est ça, j'ai reçu une question d'un lecteur cette semaine. Puis moi, j'avais l'impression d'une question qu'on recevait il y a 3 ans. Tu sais. Okay. La question... Puis ça prouve qu'il y a encore beaucoup d'éducation à faire. Énormément. Beaucoup d'éducation à faire. La personne me posait la question... Elle dit, je veux faire un virage électrique. J'ai décidé de passer un véhicule électrique. Parce que je sais que j'aurai plus d'entretien à faire puis plus d'essence à mettre. Oh, pas si vite. J'aime ça, moi, parce que d'abord, c'est pas vrai qu'il n'y a pas d'entretien à faire. On s'entend-tu? Et cette pensée-là, un peu magique, elle est encore très, très, très répandue, là. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme entretien sur un véhicule à essence qu'on ne fait pas sur une voiture électrique? Changement d'huile. Des vidanges d'huile. Ouais. À très long terme, des bougies, une mise au point à très long terme, parce qu'aujourd'hui, on ne fait plus ça aux 15-20 000 km. Et encore là, tu sais, changer les bougies, c'est pas la réparation, la manœuvre d'entretien la plus coûteuse. Sur certains véhicules, une courroie de distribution, mais la plupart aujourd'hui, c'est des chaînes. Ouais. Un moteur, on n'ouvre plus ça. Pas compliqué, là. Bon, à part chez Hyundai, on a eu des sérieux problèmes de moteur, là, mais je veux dire, bon, de façon générale, on ne touche plus à ça, un moteur à combustion. Puis l'entretien est assez minimaliste. Système d'échappement, éventuellement, oui. Ouais. C'est vrai que sur des véhicules électriques, parfois, les freins sont moins sollicités, donc tu les remplaces moins souvent, mais il y a quand même un entretien à faire. Justement parce qu'ils sont moins sollicités. Hein. Bon, il y a un entretien à faire et il ne faut pas oublier un truc. Les véhicules électriques, ils ont une suspension, une direction, des freins. Et ils roulent sur les mêmes routes maganées que les véhicules à essence. Voilà. Alors, les pneus, puis les pare-brises, puis c'est pas parce que vous achetez un véhicule électrique que vous n'avez pas d'entretien à faire. Puis je pense à mon ami André Gamelin de chez Pièces d'Auto Super qui me rappelle très souvent, un Chevrolet Bolt, il y a 3 systèmes de refroidissement là-dessus. Et la plupart des nouveaux véhicules électriques qui sont lancés sur le marché ont plusieurs systèmes de refroidissement, notamment un système qui va servir pour la thermorégulation de la batterie. Il faut faire un entretien sur ces systèmes-là, système qu'il n'y a pas sur un véhicule à essence. Je ne dis pas que l'entretien sur un véhicule électrique est plus cher qu'un véhicule à essence, c'est pas vrai. Mais il ne faut pas non plus penser que ça coûte rien. $0. Voilà, exactement. Non, vous ne dépensez pas en essence, donc il n'y a pas de changement d'huile, mais il y a des frais qui demeurent. Bon, puis l'électricité, pour recharger votre véhicule... Moi, je veux juste vous dire un truc. Le prix de l'essence monte pas, au contraire, il baisse, mais le prix de l'électricité, lui, il monte. OK? Et si vous rechargez votre voiture chez vous versus faire le plein d'une Honda Civic ou d'une petite voiture compacte, je sais pas, ben c'est au moins 15 % du prix de l'essence.
pour recharger votre voiture. Une recharge sur une Chevrolet Bolt, ça va vous coûter entre 6 et 7 $ à la maison. Alors que remplir une Chevrolet Cruze, ça va vous en coûter 35-40 $. Donc, il y a quand même un frais. C'est beaucoup moins, on s'entend, mais c'est pas gratuit. Et n'oubliez pas une affaire, si vous rechargez sur le circuit électrique, sur des bornes de recharge publiques payantes, ça vous coûte carrément le même prix que de rouler avec l'essence. C'est pas compliqué, là. À 10 $ de l'heure, là, pour recharger une voiture, pas carrément le même prix. Et c'est que beaucoup de places en ville, en plus, faut payer le parking. Ah, c'est comme ça que je l'avais calculé, je m'excuse. Je l'avais calculé comme ça, c'est-à-dire que si tu rechargeais une voiture sur le circuit électrique en tenant compte du parcomètre où tu te stationnes pour recharger en même temps, là, ça revenait carrément au même prix que de faire le plein d'une voiture à essence compacte. Il faut que tu fasses attention à comment tu fais tes choses. Mais le message que je veux passer, c'est si vous avez une voiture électrique, puis c'est drôle parce que un des types avec qui on tournait hier, Gabriel et moi... Il y a justement une Chevrolet Bolt. Lui, il a une Chevrolet Bolt, il a un condo au centre-ville et c'est un cauchemar que de recharger sa voiture. Et lui, il a acheté ça alors qu'il demeurait sur la rive nord de Montréal. Séparation, whatever, il est déménagé au centre-ville et là, il se retrouve avec une voiture électrique où il peut pas se recharger à son appartement. Puis il doit composer avec les bornes de recharge du circuit électrique et ça lui coûte aussi cher, qu'il dit, que de mettre de l'essence dans une petite voiture. Et le moyen d'économiser, finalement, c'était de recharger en dehors des heures de parcomètre. Mais encore, c'est pas très convivial. Non, c'est vraiment pas convivial. Donc, pensez-y à 2 fois. Puis moi, je pense encore qu'une voiture électrique, c'est idéal quand tu es capable de te recharger à la maison. Ouais. À partir du moment où tu es dépendant du réseau, c'est un problème. Le réseau est là pour t'accommoder lorsque tu vas faire des voyages ou lorsque tu as besoin d'une recharge. La recharge quotidienne, ça prend une borne à la maison. Ouais. Ça, c'est sûr. Puis, un point que je trouve intéressant, je parlais justement avec ce type-là hier qui me disait avoir acheté sa Chevrolet Bolt et il disait, j'ai eu droit à 600 $ de crédit pour l'achat de ma borne de recharge. Okay. Alors que, si ma mémoire est bonne, c'est 250 $ de crédit pour l'électricien et 350 pour la borne. Donc, quand tu combines les deux, ça fait 600. Mais lui n'a pas fait affaire avec un électricien. Il a monté ça lui-même chez lui. Il a eu droit aux 600. Alors, il y a peut-être une petite faille là-dedans. Vous pouvez contourner la règle. Encore faut-il être capable d'installer ça soi-même. Oui, c'est ça, exactement. Et lui est enchanté de sa Chevrolet Bolt, soit dit en passant, et il a la même plainte que tout le monde. Les sièges sont super inconfortables, mais sinon, je l'adore. Je lisais, parenthèse, là, parce qu'on parle de la Chevrolet Bolt, je lisais des échanges sur un groupe de véhicules électriques. Il y a quelqu'un qui me dit, attends, je te coupe vite, il y a quelqu'un qui me dit, pas maintenant, c'est 600 juste pour la borne maintenant. Je viens d'en apprendre une. Si c'est vraiment ça, je viens d'en apprendre une, parce qu'avant, c'était ça. C'était 250 de l'électricien, 350 de la borne. Puis là, je pense, il semble-t-il qu'il aurait changé les règles. Tant mieux. OK, c'est beau. C'était peut-être compliqué pour rien. Oui, c'est ça. Mais tout ça pour dire, la fameuse pensée où les propriétaires de véhicules électriques qui sont des adopteurs là, de la première heure, là, pour ne pas dire early adopters, qui sont un peu finalement je dirais pas membres d'une secte, là, mais pas loin, et qui croient aveuglément en leurs produits. J'ai vu un échange, c'est ce que j'avais commencé à dire, de propriétaires de Chevrolet Bolt, et il y en a un qui a dit, moi, c'est vrai, je ne les trouve pas confortables, les sièges, et je comprends tout le monde autour de dire qu'ils sont pas confortables, les sièges. Et là, t'aurais dû voir comment il s'est fait ramasser par ses confrères propriétaires de Chevrolet Bolt. Je suis enchanté par les sièges. J'ai pas jamais vu de véhicule avec des sièges plus confortables. Vraiment, là, des œillères. C'était très beau. Des gens qui étaient habitués de prendre le métro et qui trouvaient que c'était des sièges confortables par rapport aux sièges du métro. En plastique rigide, là. Mais tout ça pour dire, tu sais, des gens, finalement, aveuglés par leurs produits, qui sont pas capables de reconnaître un défaut du véhicule, une caractéristique. J'ai vraiment l'impression que tu me parles des gens de Tesla. Même pas, en plus, c'est des propriétaires de Chevrolet Bolt. Puis là as-tu vu que c'est une façon de m'en aller parler de la Tesla tranquillement? Oui, le roi de la transition. Moi, c'est extraordinaire. Je vais parler aujourd'hui de la Tesla Model S parce que
Bon, je me suis montré très critique à l'endroit du modèle Y récemment, de la modèle 3 aussi, et de l'insouciance de l'entreprise. Moi, c'est surtout ça. Les véhicules peuvent avoir des vices de conception, tout le monde en a. Ouais. Il y en a des sérieux dans le cas de la modèle 3 puis du modèle Y, là, mais je veux dire, il y a une évolution qui peut se faire, puis bon, tu peux quand même accepter certains vices de conception considérant la beauté de la technologie qu'une Tesla va offrir. Là, ce que moi, je n'accepte pas, c'est de faire rire de moi par un réseau de concessionnaires ou de commerce qui se fiche éperdument de toi. Tu n'as pas de service, bon, etc. On le sait, là. Mais c'est intéressant parce que cette semaine, je reprends le volant d'une modèle S. Oui. Cette fois, c'est un modèle 100D 2020. La voiture a 18 000 km au compteur. Donc, elle est rodée, on peut-tu dire ça comme ça. Ouais. Et ça me ramène à la première fois où j'ai découvert la marque Tesla. C'est-à-dire que, oui, il y a des vices de conception. Oui, les panneaux de carrosserie sont pas parfaitement assemblés. Ça craque un peu au niveau du haillon, légèrement. C'est loin d'être le modèle Y que j'ai conduit récemment, là. Mais c'est une voiture qui me semble... En 10 ans, ils ont eu le temps de l'arranger, là. Oui, mais tu vois, les premières impressions que j'avais eues des premières Model S que j'avais conduits en 2014-2015, ouais. En ce qui me concerne, j'avais pas l'impression d'une voiture assemblée à la hâte tout croche. C'est vrai que les poignées de porte, ça fait dur. C'est vrai qu'il y a des problèmes d'eau dans les phares encore. Bon, on le sait. Mais j'ai pas l'impression de conduire une voiture aussi mal assemblée qu'une Model 3 ou qu'un Modèle Y. On n'est pas là. Et bien sûr, l'agrément de conduite est là parce que c'est une voiture plus confortable, plus grosse, plus performante qu'une Model 3, qu'une Model Y. Mais au-delà de ça, j'ai l'impression d'une voiture plus aboutie que les plus petits modèles de chez Tesla. Et ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit plus luxueux ou plus performant. J'ai l'impression d'avoir juste plus de matière et quelque chose de mieux construit. Et c'est peut-être une perception seulement, mais j'avais eu cette même perception-là quand j'ai conduit les premières versions. OK, donc ce sentiment-là demeure. Là. Et j'oserais dire que la Model S est probablement la meilleure voiture que Tesla commercialise. Pas parce que c'est la plus vieille et qu'on a resserré les boulons, mais parce que et là, c'est peut-être de la pensée magique, mais au début, on fabriquait que ces modèles-là. On avait peut-être un souci du détail un peu plus fort à cette époque-là. Tesla a été victime de son succès et aujourd'hui, on fabriquait que de la saucisse. Initialement, c'était une tribune, finalement. C'était une vitrine, là, cette voiture-là. Là. Oui, et je vais citer Gabriel Gélina sur un point que j'ai trouvé intéressant, une opinion intéressante de sa part. C'est que Tesla a été brillant d'amener d'abord une voiture de luxe comme celle-là pour percer le marché, pour prouver à l'industrie qu'on était capable de vendre des voitures électriques à prix très élevé et aller rivaliser avec les marques les plus prestigieuses du marché. On a gagné ce pari-là, on l'a fait de très belle façon. Et 8 ans plus tard, Porsche réplique avec une voiture qui est bien plus intéressante que la Model S. Plus chère aussi. Mais plus tard aussi. Merci pour les étoiles, Alexandre. Alors, c'est quand même pas rien. Et je vais rendre à César ce qui lui revient parce que j'ai conduit la Model S une bonne partie de la journée hier et c'est encore une voiture que je considère... Elle a des rides, là. On s'entend, elle a vieilli, la voiture, esthétiquement, elle est encore belle, mais elle a vieilli. Là, tu te rends compte que c'est plus aussi à jour sur le plan esthétique et même sur le plan de la présentation à l'intérieur que des créations plus récentes de la marque ou d'autres voitures du marché. Mais il en demeure pas moins que c'est une bagnole encore intéressante en ce qui me concerne. Beaucoup plus que le service que le concessionnaire sera en mesure de t'offrir. Et j'invite tout le monde à aller voir les réseaux sociaux pour revisiter ce magnifique vidéo qui avait été fait par... Guillaume André. Par Guillaume André, ça vaut la peine. C'est un petit chef-d'œuvre, là. Oui, un petit chef-d'œuvre. Alors, Guillaume André a téléphoné. Et il filme la scène au complet, téléphone au point de vente de Montréal, Laval et Québec, et demande au service. Et on voit que c'est pas. Et on tombe sur des boîtes vocales en anglais. Il n'y a jamais de réponse. Il savait d'avance qu'il n'y aurait pas de réponse. Ouais. Moi, j'ai fait le même exercice le lendemain. C'était la même affaire. Mais là, semble-t-il qu'il aurait reçu depuis des appels. Bon, écoute, on va en entendre parler parce que je ne sais pas si vous le saviez, mais au Québec, il s'en vend des Tesla. Ouais. Pas un peu. Il y en a sur la route. Et je veux mettre en garde tous ceux qui
décident de prendre un virage vert et de remplacer leur Corolla ou leur RAV4 par une Tesla Model 3 ou un Model Y, vous avez vécu une expérience de fiabilité et de service à la clientèle intéressante. Armez-vous de patience parce que vous allez... Soyez ouverts d'esprit. Vous allez avoir une voiture que vous allez peut-être aimer, mais vous allez vivre quelque chose d'assez particulier. J'espère que Tesla va... C'est une expérience. C'est une expérience. OK. Moi, j'ai parlé de la Model S. Oui. Toi, tu vas parler de la Cadillac CT5 rapidement. Oui. C'est un véhicule dont on a déjà parlé ici, mais comme je l'ai conduit pour la première fois la semaine passée... c'est une belle machine, pour vrai. C'est une très belle machine. J'avais certaines appréhensions, oui, parce que j'avais bien aimé la CTS-V. Et là, on nous arrive avec une formule qui est complètement différente pour la CT5, en version V aussi. La sonorité du V6 en 3 litres turbo-compressé, elle est là. C'est intéressant. Le châssis est rigide. On sent vraiment que la voiture... C'est la même plateforme que l'ancienne CTS. Oui. Donc, et de le mentionner comme ça peut paraître... On peut penser que ça vieillit la voiture, mais non, pas du tout. C'est très, très, très efficace. Et pour une CT5V, à 4 roues motrices, on est à 50 quelques mille, 55 000. Celle que tu as essayée est à 65 à peu près. Oui, exactement. Avec des options. On a coché des options, mais c'est pas obligé, c'est pas obligatoire de le faire. Donc, mais tout ça pour dire qu'à la conduite, franchement, j'ai été épaté par cette voiture-là. C'est une voiture qui est belle en plus. Oui. Et ça, c'est un des points. Elle est belle. Ils ont réussi quelque chose au niveau de design avec cette voiture-là. Moi, j'aime ça, le petit porte-à-faux en avant, le long museau, l'arrière qui est assez tronqué, un look qui est typiquement américain. Donc, tu sais tout de suite que c'est une Cadillac, mais on n'est pas dans des grilles gigantesques. Non. Puis bon, rouge avec les jantes noires, on n'a pas le... Ça punch, là, Oui, ça punch. Et même à bord, l'instrumentation qui est un peu arrondie, qui donne une impression un peu pas d'instrumentation d'avion, là, on exagère peut-être un peu. Beaucoup. Mais comment? Beaucoup. Oui, mais tu sais, tout est orienté vers le conducteur. Franchement, pour ça, c'est très bien fait. Ce qui n'est pas le cas de la grosse brune. Non. Ça, on s'entend, on n'est pas là. Et sinon, c'est ça. Quand on active le mode V, la sonorité est encore plus présente, la boîte de vitesse est encore plus agressive. Franchement, c'était une bagnole avec laquelle j'ai eu énormément de plaisir. Et ce qui est dommage, c'est mon impression du moment. J'espère que je vais avoir tort, mais tout ce que je veux, là, c'est que les gens aillent la voir. Je vous dis pas, là, de quitter le live puis d'aller en acheter une demain matin. C'est même pas ça que je dis. Mais si vous êtes dans le marché pour une voiture à vocation quelque peu sportive et luxueuse dans les environs de 55-60 000 $, faites juste aller la voir. Et parce que ça, c'est un exercice que les clients ne feront même pas. Ils ne lui donneront même pas cette chance-là. Et moi, c'est tout ce que je demande. Allez la voir. Oui, parce que... Elle mérite cette chance-là. C'est sûr que... Beaucoup de gens vont lever le nez sur ça. Ils vont lever le nez parce que c'est écrit Cadillac, puis on va préférer... Donnez-lui cette chance-là. On va préférer aller voir une Audi S5 ou une BMW M440i qui, en termes de performance, est comparable, mais qui va se vendre 15 000 $ de plus. Et c'est drôle parce que, pas plus tard qu'hier, j'en ai parlé à une dame qui a signé hier soir une Audi S5 Sportback chez Audi. Et il n'était pas question qu'elle aille voir ça. C'était une voiture allemande ou rien d'autre. Mais c'est ça. Les gens ont plein de préjugés. Et je le répète, je vous dis pas d'acheter ça là, à tout prix. Faites juste aller la voir. Ça vaut. C'est une belle surprise. C'est une belle surprise. On n'a pas l'impression un seul instant d'être dans un véhicule bon marché. Et à la conduite, ça va très bien. C'est ça. Si vous êtes pas charmé juste en vous asseyant dedans, essayez-la. Ça vaut vraiment... C'est un beau mariage de performance et de confort avec un espace un peu plus intéressant. Très intéressant au quotidien. Là. C'est très vivable comme voiture. C'est pas brutal là, comme l'était une CTS-V, par exemple. Le seul bémol de la CT5... Bon, peut-être que j'aurais voulu avoir un petit peu plus de richesse en dedans, un petit peu plus une finition un petit peu plus haut de gamme. Et l'autre affaire, c'est le moteur de base. Le 2 litres de base, ça n'a pas d'allure. Je me suis concentré sur la V parce que c'est celle-là que j'ai conduite. Mais effectivement, toi, tu as eu la chance de conduire une version
plus de base, avec le 4 cylindres, 2 litres turbo. Et ça, tu m'avais dit... En fait, c'est parce que l'erreur qu'on a fait, c'est de planter le 2 litres turbo de 237 chevaux, alors que dans le catalogue, on a un 2 litres turbo de 275 chevaux qu'on met dans le Camaro, par exemple. C'est le même moteur qu'on met dans le XT4 puis la CT4, ce qui n'a pas de bon sens. Montez-le en puissance. Je veux dire, si tu vends une voiture plus grosse, plus luxueuse, plus chère, ça te prend une mécanique qui est conséquente. Et là, on ne l'a pas fait. Fait que ça, c'est une erreur, à mon avis. Il y a la possibilité aussi d'acheter une version Luxury, Luxury Touring, là, c'est ça, sans que ce soit une V. Puis là, il y a bien des gens qui disent, ouais, mais la V, dans le temps, ça avait 600 quelques chevaux. Mais là, c'est la V Blackwing qui s'en vient. Celle-là va avoir un moteur dérivé de la Camaro ZL1 à 650 chevaux avec une boîte manuelle. C'était pas 50 000 non plus, là, une CTSV des dernières Non, on parlait de 80 quelques mille, mais on a utilisé la nomenclature. Parce que là, c'est mêlant. CTS, CT5, bon, tu sais. Oui, c'est mêlant. C'est mêlant. Allez la voir. Donnez-y une chance. Elle mérite. Moi, autant la CT4 m'a déçu parce que c'est du réchauffé, autant la CT5, je trouve que c'est une belle voiture. C'est une voiture réussie et c'est la voiture de la dernière chance chez Cadillac. Parce que si on n'a pas de succès un peu avec ça à l'échelle nord-américaine, c'est la dernière voiture que Cadillac va faire. Ça, c'est certain. Regarde, Lincoln a tiré la plug. Cadillac, on est revenu l'année passée avec 2 berlines. Il y en a une qui se vend pas du tout. Des CD5, j'en vois un peu, là, honnêtement. Quelques-unes, mais tu sais, on n'en voit pas comme des CRV, là, on s'entend. Mais c'est la berline de la dernière chance de Cadillac, ça, c'est sûr. Et parlant de berline, hein, cette semaine, on n'annonce pas la disparition d'une berline chez Volkswagen. Non, la Jetta est encore là. La Jetta est encore là. Écoute, c'est une bonne nouvelle. La semaine passée, c'était l'Arteon, puis l'autre semaine d'avant, c'était la Passat. Fait que, il n'y a pas longtemps, c'était la Golf, puis bon, c'est ça. Fait que longue vie à la Jetta. Voilà, exactement. Est-ce que j'ai oublié la brochure ou je l'ai mis dans la voiture? Tu ne l'as pas oubliée. Elle est ici. OK. Brochure de la semaine, Ford Mustang. Seigneur, ça te tentait, mon Germain? Ça me tentait, certain. Et puis là, je vous la montre du bon bord. Hein? En es-tu content? Alors... Ford Mustang, deuxième génération, en 74. C'est épouvantable. J'aime mieux une Pinto, honnêtement. Ben oui. C'est la même chose qu'une Pinto, mais j'aime mieux une Pinto. Et c'est vraiment le creux de vague de la Mustang, parce que la troisième génération, qui est regardez ça, c'est beau. Et qui s'est tirée jusqu'en 93, ben elle est revue complètement. Alors que la deuxième génération, elle est oubliée. Personne ne veut la revoir. Et c'est aussi bien comme ça. Et bon, ben comme à chaque brochure de véhicules américains des années 70, c'est toujours beau de voir là, un homme qui montre à sa femme comment tenir un bâton de golf, un homme avec 2 femmes à son cou, donc une femme qui n'est pas sur le capot, mais pas loin. Donc des pratiques qui n'existent plus pour des raisons bien évidentes, mais de voir que... Un homme qui a son harem. Un homme qui a son harem. Voilà. N'est-ce pas? Donc, on évoque même la Mach 1 là-dedans. Oui. Tu sais, parce qu'en 74, on était nostalgique de 1970. C'est excellent. Parce que pour 2021, on nous arrive avec la Mach 1, mais on ne nous parle pas de la Mach 1 de 74, non. On nous parle de la Mach 1 de 71. Regarde, ça a l'air coquine ici, elle-là. Hein, tu as vu? C'est incroyable. Imagine-toi, là, le nouveau Kia Sorento, là, puis il y a 5-6 madames. Ça n'a pas de bon sens. Mais ça ne passerait jamais. Et toi, Germain, qui tripes sur les histoires de films avec les voitures que tu as spottées, qui conduisait une Mustang 2 dans ma jeunesse dans une série télé très populaire? Les Charlie's Angels. Non. Ben, elle avait une Mustang 2. Ah, peut-être, OK, d'accord. Cobra, là, blanche avec des bandes bleues. Ah, OK, ça, tu vois, je ne l'ai pas vu, ce film-là. Bon. Je m'excuse. C'est Pascaro. Pascaro, dans Passe-Partout, conduisait une Mustang 2 et dans un épisode quelconque, elle est dans un atelier de carrosserie et elle fait réparer sa Mustang 2 de couleur argent. Je suis vraiment de la génération Passe-Partout. Moi, je suis né en 77, donc pas besoin de vous dire que j'ai vu les 125 épisodes originaux. Il y a eu Passe-Partout 2, la nouvelle génération que je connais pas. Mais je suis trop jeune pour les vieux, puis trop vieux pour les jeunes. Oui, c'est ça. Tu sais pas ce que tu as manqué, mon homme. Non, c'est ça. Tu sais pas ce que tu as manqué. Petite question rapide, mais c'était un tour d'horizon fascinant, la Mustang 2, avec une planche de bord qui, étrangement, ressemble beaucoup à celle de ma grosse brune. Ben oui,
parce que dans ce temps-là, c'était toutes des 2x4 en bois avec des cadrans dedans. Voilà. Fait que voilà. On n'a pas parlé des motorisations qui n'avaient aucun bon sens 74, mais c'est ça. C'était pas pire. On a Jean-François qui a une Honda Accord 2013 qui est ravagée par le rouille. Il hésite entre une Honda Accord à essence, une Honda Accord hybride ou une Honda Clarity, tous des véhicules neufs pour remplacer sa vieille Accord. Honnêtement, la Clarity, là, OK, mettez de côté son look, c'est épouvantable. Puis même en dedans, là, puis bon, écoute, ils l'ont échappé là, sur le plan du design. Et ce qui est dommage, c'est qu'on la pousse pas chez Honda. Les concessionnaires en ont pas, mais pour avoir un ami, moi, qui a un concessionnaire Honda, il me l'a dit, il dit, c'est pas dur. J'ai une allocation de 12 Clarity dans une année, les 12 voitures arrivent, un mois plus tard, j'en ai plus, puis c'est comme ça pour le reste de l'année. Donc ça, c'est dommage. Ouais. Mais il y a une demande pour ce genre de voiture-là. Il y a quelqu'un qui me parle des Centaures de Centaures. Oui, c'est sûr. Jean-Marc Cyr qui est avec nous, Claude Primo qui est là aussi. Ce qui est, je m'en allais où? Oui, c'est ça. La Clarity, c'est une voiture qui est technologiquement comparable à la Volt. Oui, avec une autonomie similaire. Oui, et qui est élevée pour un véhicule hybride rechargeable. On est à 80... Non, 74, si ma mémoire est bonne. Alors que la Volt, c'était 83. Okay. Et moi, j'avais fait 77 avec une Clarity. Tout électrique. Donc c'est vraiment capable. Ouais. Parce que, bon, on le sait, il y a des hybrides rechargeables peut-être à 25, là, ça n'a pas de bon sens. Là. Oh, mais là, on a vraiment une belle autonomie. Tu as une belle autonomie. C'est une voiture spacieuse et confortable plus que la Volt. Donc, pour moi, c'est une voiture super intéressante, mais laide à mourir. Et Honda ne la pousse pas. Donc, ça, c'est dommage. Mais moi, honnêtement, si vous voulez faire un... On pousse pas plus l'accord hybride, là. On pousse pas plus l'accord hybride, et ça aussi, c'est une auto intéressante. Bon, l'Insight, ouais, c'est ça, là. Mais moi, mon petit doigt me dit que l'Insight va disparaître, encore une fois, et va renaître sous le nom de Civic hybride. Et cette fois-là, on va avoir quelque chose de plus sérieux. J'ose croire. Ça prend ça chez Honda, là. T'as pas le choix. Je veux dire, Hyundai a une Elantra hybride qui débarque. La Corolla est offerte en hybride. Ça prend ça. On est obligé, là. C'est drôle, l'Insight, hein, parce que ça a tellement bien marché pour Toyota avec la Prius qui était déclinée ensuite, blablabla. Et, Honda et l'hybride, là, c'est... Prise, 2 prises, 3 prises. C'est le chat noir de Honda, ça, l'hybride. Ça n'a aucun sens. OK, mais... on a Ghislain qui se demande si une Infiniti Q50 2014 ou 2015, c'est un bon véhicule à acheter dans l'occasion. Oui, bien, évidemment. Tout dépend du prix de l'État. Tout dépend de l'État. Mais c'est une très, très bonne voiture, très fiable, pas chère d'entretien. Évidemment, pour une voiture de luxe, là, plus chère qu'une Nissan Sentra, mais mécaniquement très, très solide. La voiture a que peu évolué sur le plan technique, donc c'est vraiment une bonne machine. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. C'est une voiture que moi, j'aime beaucoup. Puis il n'y a pas de défaillance majeure connue là-dessus, des problèmes à répétition. Là. Mm-hmm. C'est vraiment des bonnes autos assemblées au Japon. En fait, c'est une Nissan Skyline rebaptisée Infiniti Q50 chez nous. C'est vrai qu'elle a été un peu boudée sur le marché ici par rapport à des voitures allemandes parce que c'est peut-être un peu moins raffiné au niveau de la finition. Consomme peut-être un peu plus avec le 3.7, par exemple. Il y a des belles affaires à faire. Là. C'est ça. Bon, là, ma mémoire, j'ai un bug de mémoire. Est-ce qu'en 2015, on avait déjà le 3 litres turbo ou c'était encore le 3.7? C'est une excellente c'est autour de ces années-là que ça a changé. Là. Mais que ce soit d'un cas ou de l'autre, ce sont des bonnes mécaniques. Moi, j'ai haut la main, allez-y. Mais évidemment, faut pas que ce soit une voiture qui a été savatée puis battue. Puis, parce que c'était le cas aussi, là. Ben, il y en a quand même qui ont acheté ça pour avoir un peu de plaisir au volant, là, ça voilà. C'est sûr. Puis en terminant, Germain, je veux mentionner, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une note aujourd'hui, il me dit, j'ai un Honda Prélude 82 à vendre, je l'ai mis sur Marketplace et on m'a dit de te contacter toi parce que tu serais peut-être intéressé. Non, je ne suis pas acheteur d'une Prélude, puis c'est drôle parce que de plus en plus de gens m'envoient leur voiture à vendre comme si j'allais acheter n'importe quoi. C'est vrai que j'achète beaucoup de trucs des fois, mais non, pas pour moi une Prélude 82 de première génération. Par contre, la voiture a l'air très propre, marine. Alors, si c'est le genre de voiture qui vous intéresse, allez la voir et contactez le vendeur parce qu'il n'en passe pas souvent des voitures comme ça. Puis je trouve que c'est quand même un modèle intéressant. Un petit coupé qui était le fun. J'aimais ça, moi, le fait qu'il y ait un toit ouvrant électrique vitré en 82. C'était rare pour l'époque. Puis ça avait une belle petite bouille. Fait que, enfin bref. Et tu termines avec ta réponse d'un film que
je ne me souviens pas. Oui, Rappelle la question. La voiture de la mère du petit Alex dans le film Home Alone 3. Donc, Maman, je m'occupe des méchants. C'est une Ford Taurus familiale. Ah, c'est Maman, je m'occupe des méchants. C'est Home Alone. Maman, je m'occupe des méchants. Non, mais OK, je pensais Home Alone, je sais quoi. Je savais pas que c'était... Ça s'appelle pas Maman, j'ai raté l'avion? Tu vois que ça manque à ma culture. Il y a Maman, j'ai raté l'avion, c'est avec... Maman, j'ai encore raté l'avion? Oui, mais ça, c'est avec le petit blond, là, ouais. qui a mal viré. On le salue s'il nous écoute. Bon. Et voyons, Maman, je m'occupe des méchants, c'est avec un autre comédien. C'est une autre famille, ça n'a pas rapport. OK, alors je ne l'ai pas vu, celui-là. Alors, qu'est-ce qu'elle conduisait? Une Ford Taurus, je l'ai dit. Donc, quand il va passer à la télévision, je vais l'enregistrer et te l'apporter sur un cassette VHS. Tu vois, Fred Gilbert, il me le dit, lui non plus, qu'il ne l'a pas vu, ce film-là. Voyons! Bon. Hey. Écoutez ça, là. Vous allez être confinés à la maison, là. On va se taper le sapin des boules encore une fois cette année, ça, c'est sûr. Oui, salutations à Clark. Et non, je n'ai pas la voiture de Clark Griswold. Non, ce n'est pas la grosse brune, ce n'est pas ça. Tout le monde m'envoie ça, c'est une Ford modifiée en passant. Et d'ailleurs, dans le film Le sapin des boules, sa voiture, c'est une Taurus familiale encore. Avec des panneaux de bois. Avec des panneaux de bois. Ça n'existait même pas. Ça n'a jamais été fabriqué par Ford. C'est aftermarket pour votre gouverne. Parce que Antoine connaît ses Woody. Et la semaine prochaine, pourquoi pas une question sur le film Le sapin des boules pour rester dans l'esprit cinématographique des fêtes. Voilà. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Merci à tout le monde. Merci pour les étoiles et à très bientôt. Bonne soirée.